Donc, bienvenue aux Journées interactives de pédiatrie de Tanger. Comme je disais, on dirait un petit mot de bienvenue. Ce matin, on va commencer par une session de pédopsychiatrie avec nos amis Rizlan Benjeloun et Bernard Gols qui vont nous parler de sujets intéressants. Et je vais déjà d'emblée donner la parole à Rizlan Benjeloun, que tout le monde connaît, qui est professeur de l'enseignement supérieur en pédopsychiatrie, chef de service de l'hôpital mère-enfant du CHU Ibn Rushd à Casablanca. Elle est vice-présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant, où elle est très active, membre du conseil d'administration du Bureau international des droits de l'enfant. Et elle enseigne dans le cadre d'un DU à Paris, Descartes, en périnatalité. Et elle fait partie de l'association internationale La Cause des bébés. Donc elle est très impliquée dans les droits de l'enfant, dans la défense de l'enfant. Et on est très, très fiers d'avoir avec nous Rizlan Benjeloun. Alors, il est 9h05. Oui, Vous êtes... 20 minutes. Parfait. Bonjour tout le monde, ravi d'être là. C'est matinal, mais c'est challenging. Merci Khalid. Donc, je ne savais pas que tu étais aussi rigoureux sur les temps. Je vais m'y astreindre. Voilà. Il paraît que j'ai une mauvaise réputation à ce niveau-là. Donc, je suis toujours ravie de m'adresser aux pédiatres. Je pense qu'ils savent toute l'affection que j'ai pour eux et les liens très importants entre la pédiatrie et la pédopsychiatrie. Donc, je vais m'astreindre aux 20 minutes. J'ai beaucoup de choses à dire sur le cerveau, l'attachement et le langage, mais je vais essayer d'être le plus pertinente possible pour passer les bons messages. Alors, c'est une vraie question parce que je n'ai pas un seul message à vous passer, mais s'il y a un message à comprendre de l'émergence du langage chez un bébé, c'est la phrase suivante. Parler, c'est se séparer. Je vais bien sûr dérouler ça. Et c'est vrai que c'est très stressant pour moi de parler devant Bernard, et il le sait. Donc, parler, c'est qu'on est loin. Alors, Bernard dit toujours que les plus belles histoires d'amour sont muettes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on n'est pas détaché de l'autre, on n'a pas besoin de s'adresser à l'autre. Pour parler à quelqu'un, il faut qu'il soit loin. Quand on est tellement amoureux qu'on n'a pas besoin de penser que l'autre sait ce qu'on pense et qu'on s'entend bien, on n'a pas besoin de se parler. C'est la même chose pour le bébé. Tant qu'il n'est pas séparé de la mère ou de la personne qui prend soin de lui, il n'a pas besoin de parler. Il est encore dans la fusion. Donc vraiment, s'il y a un message, c'est celui-là. Ça a l'air un peu bizarre comme message, mais c'est vraiment l'essence de l'émergence du langage. Quand on comprend toutes les conditions et toute la difficulté qu'a un enfant à apprendre à parler, en fait, on comprend que c'est un miracle chaque enfant qui parle. Chez nous, au Maroc, on dit « Nous, en pédopsie, pour nous, chaque enfant qui émerge, qui a un langage qui émerge, c'est un miracle. On va voir pourquoi. Donc, ce que je vais essayer de dire, c'est que pour l'émergence du langage, il faut d'abord un vrai lien avec l'autre. Ensuite, il faut un détachement suffisamment bon. Et ensuite, accès à cette chose magnifique qui est l'intersubjectivité, c'est-à-dire que moi et l'autre, on est deux. Je ne suis pas une seule personne avec l'autre pour que je puisse m'adresser à elle. Alors, un petit mot sur le cerveau. Vous savez que le bébé, quand il naît, c'est un citoyen du monde. Il connaît toutes les langues, il peut apprendre toutes les langues. C'est une capacité qu'il va perdre au fur et à mesure. Les neurones ne vont plus... il y aura un élagage des neurones qui ne vont pas servir. Et vous connaissez le principe de néothénie, c'est que le cerveau du bébé, c'est le seul être humain qui arrive avec un cerveau encore immature. Ce n'est fini qu'au bout de 2 ans, donc c'est une chance et une malchance, selon ce que l'environnement lui présente. Donc ça, c'était pour vous montrer que quand un bébé est prématuré, il est né, même s'il a le même nombre de semaines, au niveau du cerveau, l'interaction dans l'environnement change complètement la configuration de son cerveau. C'est vous dire à quel point l'environnement impacte le cerveau. Donc, vraiment, c'était un rapide clin d'œil sur le cerveau, parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais les neurosciences et l'activité cérébrale du bébé
nous a conforté dans tout ce qu'on sait au niveau psychopathologie, c'est que les émotions, l'affect, le lien avec l'autre sont très importants pour un bébé, que le cerveau prédit, apprend de ses erreurs, qu'on a des capacités innées de langage, mais que si on ne parle pas aux bébés, ils ne vont pas parler. Alors, un petit clin d'œil sur les écrans, le fait que les bébés soient devant les écrans, les mamans sont devant leur téléphone, etc. Alors, comment un bébé arrive à l'énonciation? C'est la relation. La relation et encore la relation. Donc, un petit clin d'œil sur l'attachement. Vous connaissez la théorie de John Bowlby. On a plusieurs types d'attachement, sécure, insécure, donc selon la qualité du lien. Et il y a un certain nombre de critères qui nous disent, selon les besoins du bébé et la réponse de la maman, est-ce qu'on est dans un attachement qui est sécure ou est-ce que l'enfant, le lien n'est pas bon et donc il a du mal à se détacher. Et ces enfants qui sont insécures dans l'attachement auront clairement un problème dans l'émergence du langage. C'est quelque chose qu'on expérimente tous les jours dans les cas cliniques. La bonne nouvelle, c'est que la mère, le maternage, est un filtre pour le cerveau du bébé, que l'amour est une clé du développement de ce cerveau et qu'avec un bon maternage, on arrive à réparer tout ce qui stresse le cerveau du bébé. On arrive au sujet, donc le langage, je me répète, est une différenciation extra-psychique, donc on sort quelque chose de soi pour aller vers l'autre, c'est prendre de la distance, donc c'est déjà une transition entre être deux et être seul, une sortie de la fusion qui peut être douloureuse. S'attacher puis se dégager sans s'arracher. Tel est l'enjeu pour pouvoir bien parler. Donc, c'est tous les phénomènes transitionnels décrits par Winnicott. Alors, maintenant, je vais dans le détail de l'émergence du langage et de le lien, comment il se fait. Premières émissions, c'est les cris, mais c'est la mère qui distingue très vite. Est-ce que c'est un cri de faim, de douleur, d'ennui, donc qui interprète, et selon son interprétation, va répondre aux besoins. Donc, il y a déjà un langage entre l'un et l'autre. Et il y a des mères qui ne savent pas distinguer, qui répondent de façon inadaptée, et on est déjà dans la problématique de la relation. Le cri est réflexe, mais en même temps, selon Bowlby, c'est le premier moyen d'appeler la mère. Donc, on est déjà dans du langage. À 2 mois, les premiers sons et le premier sourire, c'est souvent face au visage maternel et à l'écoute de la voix maternelle. L'interaction mère-bébé évolue et l'intérêt de l'enfant est toujours préférentiel pour la prosodie maternelle. Et on sait que de par le monde, les prosodies chinoises, italiennes, etc., l'enfant a toujours une prédilection pour la prosodie entonnée par sa mère durant la grossesse. Par exemple, on voit les enfants adoptés dans d'autres pays, ils gardent une préférentielle pour l'intonation maternelle. Les émissions vocales répondent aux gestes maternels. Il imite les sons qu'il entend, donc on est toujours dans la relation. Il vocalise plus longtemps quand la mère est en train de lui parler. À 3 mois, le dialogue est rudimentaire et il y a ce que Bateson décrit bien et ce que les échelles d'interaction mère-bébé nous montrent bien, le tour de parole. Vous savez qu'un bébé parle tout de suite quand il arrive, à sa façon, et la façon dont on lui répond, le temps qu'on lui laisse pour parler avant que nous on prenne la parole, ce tour de parole est essentiel dans la construction d'un lien qui n'est pas intrusif pour le bébé. Quand on voit des films, des séquences de mère-bébé, et quand on voit une mère qui parle, qui ne laisse pas l'enfant respirer, on voit le bébé, à un moment, il se détourne. C'est pas bon pour lui, c'est trop intrusif. Une mère qui parle, qui lui laisse le temps d'entendre, et après, il répond, et après, elle reparle, ça, c'est très, très important. À 6 mois, on a un répertoire utilisant toutes les langues humaines et après, il ne produit que la communauté où il vit et cette enveloppe sonore qui permet le travail de différenciation et qui lui permet de savoir qui, quand, comment. À partir de 1-2 ans, le babillage, qui est aussi un langage à part entière, se structure dans la langue maternelle. En son absence, il va répéter les mélodies que dit la mère. Est-ce que les mères continuent aujourd'hui à chanter à leur bébé? Moi, je n'en vois plus. Quand je les reçois en consulte, je dis « Quelle est la musique que vous lui chantez qu'il aime beaucoup ?» Elle me sort quelque chose de YouTube ou d'un téléphone. Le babillage chinois, anglais sont différents. Bon, ça, je passe, mais c'est vrai que c'est important. Les bébés différencient clairement selon l'environnement qu'ils ont eu depuis qu'ils sont dans le ventre.
Et il y a des dialogues croisés. On a au fur et à mesure une prosodie, les mots dada avec références fluctuant selon l'interprétation de l'adulte. Alors, la théorie est la suivante, c'est que les syllabes les plus occlusives sont les plus faciles. Donc, ba et ma, donc c'est le plus facile. Et que le maman, papa est un hasard. C'est que comme c'est les syllabes les plus faciles et que l'enfant répète la syllabe, quand il dit ba, 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 ma, 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 c'est la réaction de l'adulte qui saute d'un bout et qui dit « il a dit papa, il a dit maman, il a dit… » qui fait que le bébé se dit « mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui lui arrive? Ah tiens, je vais répéter, ba, 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 ah il saute encore, ah c'est intéressant. » Et c'est ça qui fait que c'est la réaction de l'adulte. Mais si le bébé est tout seul devant la télé, qu'il est tout seul dans son berceau en train de dire « ba, 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 maman » et que personne ne réagit, il va arrêter et il va régresser et il ne va plus continuer. C'est toujours dans la relation que ça se passe. Après, il y a l'apprentissage du code du langage, évidemment. Donc, il y a tout ce que vous connaissez, la sémantique, la syntaxe, les contours intonatoires, etc. Ce que je vous mets en gras, c'est ce qui est en lien avec la relation qui va faire que ça va prendre. C'est la capacité d'attention. Attention, il faut que l'adulte soit disponible psychiquement et attentif au langage de l'enfant, pour que l'enfant puisse, dans la réaction à l'autre, faire plaisir à l'autre, susciter quelque chose chez l'autre, avoir envie de parler. Donc, les processus d'acquisition en général, c'est une façon de représenter le monde perceptif, mais c'est aussi un moyen de communication, et ça se réfère à la dynamique psychique de l'enfant. Ça dépend des théories qu'on prend, est-ce que c'est Chomsky, est-ce que c'est Anzieux, etc. La référence initiale, c'est qu'au début, on va désigner l'objet, puis utiliser des caractéristiques spatiales, convergence de regard de la mère et du bébé, ce qu'on appelle l'attention conjointe, regarder ensemble vers l'objet, et ensuite la dénomination et dire. Alors chez nous, souvent, c'est hado. Finawado, hado. Il pointe vers un endroit et tout le monde regarde le même endroit. Et ça, vous savez que c'est un indice très important, précoce, par rapport aux éléments dont va parler Bernard, sur l'autisme, etc. Pourquoi je dis ça? Parce que quand il n'y a pas d'attention conjointe, quand la mère et le bébé ne regardent pas le même objet, que la mère n'est pas là, eh bien, ça ne se fait pas. La dénomination ne va pas suivre. Il faut d'abord une attention conjointe des deux vers le même objet. C'est très important. Ça a l'air banal, mais c'est très important. Donc, en psychanalyse, on dit ce qu'il faut pour accéder au langage, un fonctionnement mental suffisamment organisé pour avoir des pensées de rêve. Et c'est transformer les pensées de rêve en langage, construire un vocabulaire pour décrire le monde extérieur. On va revenir sur le langage lexical et musical si j'ai le temps. Et c'est un objet dans le monde extérieur qui est différencié de soi, qui n'est pas moi. Et il faut avoir le désir de communiquer. Il ne faut pas être un bébé déprimé, parce que vous le savez, les bébés peuvent déprimer à partir de 4-5 mois. Et en général, c'est lié, bien sûr, à la mère ou à la relation avec la mère. C'est un phénomène transitionnel, le langage. C'est le passage de la fusion à moi et l'autre. On est deux. Je l'ai, je pense, suffisamment répété. Donc, l'avènement du langage comme œuvre en bouche, donc c'est une mise en mots de la pensée. Je ne sais pas si vous savez à quel point c'est… Voilà, ça a l'air banal, mais vous pensez quelque chose, vous ne le transmettez à l'autre que quand ça sort de l'interne vers l'externe. Ça traverse la bouche et ça va vers l'autre et ça touche l'autre. Donc c'est l'accès à la fonction symbolique et une acquisition de représentation déjà interne suffisamment stable. Et ce qui est important, c'est la nécessité de délai entre besoin et satisfaction. Vous savez, les bébés, on ne met pas le biberon tout de suite. Dès qu'il fait « un », on met le biberon dans la bouche. Et on ne le laisse pas crier pendant 1 heure, parce que le pédiatre, il a dit qu'il faut attendre 3 heures pour lui donner à manger. Donc ça, c'est un petit exemple du quotidien, mais qui dit ce délai entre avoir faim et la mère qui vient, qui s'adresse à lui, ce que Soulet nous décrivait très bien. Ça arrive, je vais refroidir le biberon. Et là, déjà, il se calme, il arrête de crier, il l'entend. Il y a une mélodie, il y a cette musicalité de la voix de la mère qui lui permet d'attendre et le biberon arrive. Donc le jeu et l'attention conjointe, c'est vraiment important, sont les prérequis pour une communication verbale proprement dite. Alors, un petit mot sur l'analogique et le digital, si j'ai le temps, c'est que dans la communication, il y a la musicalité de la voix et il y a le côté digital. Et la musicalité est très importante. Si on n'a pas l'analogique, le digital ne se met pas en place.
Donc l'analogique, c'est quoi? C'est avant le langage, c'est les émotions, c'est l'affect, c'est les mimiques, c'est la musique de langage. Dans le langage, il y a les mots, et puis l'analogique précède le digital. Donc l'analogie, c'est le timbre, la qualité de la voix, la musique du langage, le non-verbal, tous les éléments, ce qu'on appelle suprasegmentaires du langage, la hauteur du ton, l'intensité. C'est pour ça qu'on parle au bébé comme ça. « Oh, qu'est-ce qu'il est mignon !» On a l'air stupide, mais intuitivement, c'est quelque chose qui parle au bébé, le côté prosodique. L'accentuation sonore, ça, c'est des prémices du langage. Et le bébé va investir ça, je vais passer pour avoir le temps, il est très sensible à la partie musicale du langage, même s'il ne comprend pas les mots. Et on sait maintenant que pour les enfants adoptés, quand à la naissance on leur parle, à 3 mois on leur dit, ils n'ont pas accès au côté digital, mais ils ont accès à l'analogique. Et c'est quelque chose qui va permettre de faire un lien. Les mots vont pouvoir boucher ces trous de séparation dans lesquels l'enfant peut vraiment plonger. Donc il faut que l'enfant s'aperçoive que ses productions vocales font quelque chose à l'autre. Si elles ne font rien à l'autre, il revient. Donc il faut un adulte malléable et qui réagisse. Donc il faut qu'il agisse sur les autres, c'est ça les préliminaires. Le langage est un acte, ce n'est pas seulement un code, ça a un sens et ça touche les sens. L'analogique introduit le langage et la pragmatique, c'est ce que fait le langage à l'autre. Dernière diapo, les obstacles au développement du langage sont la difficulté de la mère à établir cette transition entre elle et son bébé, la mère trop fusionnelle ou la mère dépressive qui freine la symbolisation. Quand on a cet accordage qui est perturbé, ça amènera beaucoup de retard de langage. En conclusion, la capacité de l'enfant à utiliser un code linguistique pour une vraie communication interpersonnelle et intrapersonnelle dans la dynamique qui régit son monde intérieur, c'est ça le langage, et c'est dans la qualité de l'interaction des objets internalisés que s'enracine cette capacité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Rizlan. Ton exposé est très intéressant. Je t'ai peut-être un petit peu stressé par rapport au temps, donc ce qui fait que tu as beaucoup plus de temps maintenant pour discuter et de permettre à la salle de réagir. Et j'ai moi aussi omis de présenter ma collègue Nadia Manit, qui est avec moi ici, qui est pédopsychiatre à Tanger, qu'on remercie d'être parmi nous et qui nous rend un grand service, puisque c'est actuellement la seule pédopsychiatre qui travaille, qui est débordée à Tanger. Donc on attend peut-être d'autres pédopsychiatres, Rizlan, que tu nous enverras à Tanger, j'espère. C'est important pour nous. Voilà, donc la parole est à la salle. On a 2 micros. On commence par Madame Oumlil. Salam alaikum. D'abord, je remercie l'association d'avoir choisi des thèmes aussi intéressants et des orateurs aussi intéressants et captivants. Je voulais te faire part, Rizlan, d'une phrase qui m'a été dite par un formateur. On avait une formation sur la parentalité positive avec le ministère de la Famille, ici à Tanger. Pendant une semaine, il a dit une phrase. Il a dit « La génétique, les gènes, c'est comme le disque dur d'un PC. Et le logiciel, c'est l'environnement. » Et tu as bien résumé cette histoire d'environnement et l'impact de cet environnement sur le langage, l'interaction de la mère par rapport à l'enfant. Et tu connais les nouvelles habitudes de nos jeunes couples. C'est comme ils ont peur d'avoir une nounou, ils emmènent leurs enfants chez la grand-mère, qui souvent est une personne, soit une nouvelle retraitée. Elle passe, ces grand-mères ne sont pas dans l'interaction. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, ils ne sont plus dans l'interaction. Ces chants dont tu parles, je ne sais même pas où est-ce qu'ils sont. Ils s'en rappellent. On a l'impression qu'on est là pour faire de l'élevage. C'est-à-dire nourrir, changer l'enfant. Il ne faut pas qu'il pleure, il ne faut pas qu'il souffre, il faut qu'il vive. Voilà. Bien sûr. Oui. Oui, tout à fait. C'est une problématique qui me tient beaucoup à cœur d'ailleurs. On a aussi beaucoup de jeunes médecins, quand ils sont affectés, qui vont justement faire leur spécialité et laisser le bébé à leur mère. Il y a des grand-mères stimulantes, hein, mais en majorité quand même, le fait est qu'en dehors de stimulantes ou pas, c'est une séparation avec la mère.
Et les séparations précoces, évidemment, sont extrêmement délétères pour le bébé. C'est vraiment un des indices, des facteurs de risque de tous les troubles mentaux à répétition. La séparation précoce avant l'âge de 2 ans d'une mère avec son bébé de façon prolongée, ça a été prouvé il y a peut-être 60 ans maintenant, ou 70 ans, c'est ça la dépression du bébé, c'est ça le retrait de la relation, c'est ça la régression de toutes les phases de développement en dehors du langage. Donc vraiment, bon ça je le dis aux étudiants de médecine à la fac en première année, si vous donnez votre bébé à votre mère, vous ne venez pas me voir après, hein. Je suis dans la menace. Oui, question. Allez-y. Bonjour à tous. Je suis le docteur Joa Kep du Cameroun. Je suis neuropédiatre. On a bien compris l'importance de l'attachement et de l'attention conjointe comme des éléments, n'est-ce pas, des prérequis du langage. Alors, qu'en est-il de l'imitation et du pointage du doigt? Je n'ai pas bien ressorti, je n'ai pas bien écouté ces deux notions dans votre exposé. Merci. Donc, le pointage du doigt et l'imitation. Quel est le rôle et l'importance comme prérequis du langage? Merci. Non, vous êtes très attentif, mais peut-être je suis passée un peu vite parce que j'ai parlé du pointage un peu de la lumière, hein, dans l'exemple marocain, peut-être j'ai parlé marocain. Et l'imitation, j'ai dit que clairement, c'est les sons émis par la mère qui allaient amener l'imitation. Tout à fait. Et puis, il y a tout ce qui est théorie de Jacqueline Nadel de l'imitation précoce des bébés. Vous savez qu'un bébé, à 2 heures après la naissance, vous vous mettez à 20 cm de lui, vous tirez la langue, vous attendez un peu, il tire la langue. Vous ouvrez la bouche, vous attendez un peu, il ouvre la bouche. C'est une capacité qu'il va perdre après, mais l'imitation déjà des gestes précoces. Après, dans le langage, il y a tout ce qui est mis en jeu par les neurones miroirs, mais pas que. Et c'est pour ça qu'on parle de prosodie, de la langue maternelle. Évidemment, on est dans l'imitation de l'environnement et on est conditionné par ce qu'on vit, par l'environnement dans lequel on est. Et on a beaucoup d'enfants qui vont parler arabe classique ou anglais parce qu'ils ont été pendant 12 heures devant MBC ou une chaîne télé qui ne parle que cette langue-là. Et après, pendant des années, ils vont parler ils vont arriver au milieu de la famille et dire « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hello », et ils vont parler comme à la télé. Et c'est très triste. Mais vous avez tout à fait raison. Simhaoui. Oui, merci Madame Julien pour cet exposé. Vous avez beaucoup parlé de la maman et son rôle. Et qu'en est-il dans votre expérience pour les papas et quand il y a la présence de la fratrie aussi? Totalement, vous avez tout à fait raison. Alors, le papa a un rôle très important, donc je vais refaire cette présentation et ajouter le papa. D'abord, il y a la voix grave en général du papa, pas toujours, mais il y a la voix grave du papa que le bébé reconnaît déjà dans le ventre. Donc, il voit que c'est une voix avec une tonalité différente. Après la naissance, tristement, ou c'est une réalité, c'est souvent la mère, le caregiver, c'est-à-dire la personne qui donne les soins, qui s'occupe beaucoup. On a une grande implication des papas actuellement, c'est magnifique, et je l'encourage vraiment énormément parce que la triangulation et l'accès, quand la mère donne accès du bébé au papa et au papa au bébé, parce qu'on sait bien que la place du papa, c'est la place qu'il a dans la tête de la mère. Les mères, souvent, et chez nous aussi, non, non, tu ne vas pas savoir t'en occuper. Non, 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 pose-le. Genre, attends qu'il marche et qu'il joue au foot pour t'en occuper. Et après, elles viennent dire, oh, les papas, ils s'occupent de rien, ils ne s'occupent pas des enfants. Quand elles viennent se plaindre, je leur dis, c'est votre faute. Parce qu'elles sont un peu jalouses dans leur truc avec leur bébé. Ne touche pas à mon bébé, tu ne vas pas savoir. Moi, je l'allaite, je dors avec lui, je ne dors pas avec toi pendant 2 ans, etc. C'est les mères qui jettent les pères. C'est leur faute. La fratrie a une place importante. Alors, il y a toujours ces jalousies de, voilà, le bébé qui arrive, etc. Plus c'est dit, mieux c'est. Quand les enfants arrivent à dire qu'ils sont jaloux, ben, ça nous rassure parce qu'ils arrivent à avoir accès à ça. Alors, c'est dramatique quand un bébé veut absolument se débarrasser de ce bébé et que, tragiquement, ce bébé meurt. Ça, c'est dur pour le frère ou la sœur, parce qu'il a l'impression que son fantasme s'est réalisé, c'est une culpabilité terrible. Bon, c'est rare, heureusement. La stimulation du bébé par le frère et la sœur au niveau langage et au niveau jeu est très intéressante, surtout quand on a une mère déprimée. Quand on a une mère qui est très peu interactive et que le bébé a besoin d'interaction, la présence de frères et de sœurs qui vont jouer et faire ça, la tension conjointe, va peut-être sauver cet enfant et lui permettre de parler. Mustapha. Merci beaucoup, Rizlen. Vous avez commencé votre
topo par une notion, parler, c'est se séparer. Emmanuel Levinas dit, parler, c'est mettre en commun, c'est se lier, c'est partager. Est-ce que c'est le fait de partager, de se lier qui sépare? C'est assez complexe. Alors, comment le dire? Ça ne se contredit pas, parce que quand on parle à l'autre, c'est qu'on veut passer un message à l'autre, c'est qu'on est intéressé par que l'autre reçoive notre message. Donc c'est qu'on est quelque part en communauté, on veut être en commun, partager quelque chose. Donc c'est magnifique, on n'est pas isolé de l'autre, parce qu'on sait que quand on ne communique pas, c'est une communication, c'est « je ne veux pas te parler ». Vous savez, quand quelqu'un ne vous répond plus, c'est qu'il ne veut plus vous parler. C'est une communication et c'est agressif. Donc quand on communique avec l'autre, et là ce n'est pas le langage, c'est la communication dans l'absolu, quelle que soit la voie de la communication, en effet c'est du lien et c'est de la communication. Moi ce dont je parle c'est l'émergence du langage. C'est que pour qu'un bébé accède à cette mise en mots et à les mettre à l'extérieur de lui, il a besoin d'être séparé de l'autre. Il faut que l'autre soit loin. Si on est collé, on n'a pas besoin de se parler, on se comprend. D'ailleurs, souvent, je vais vous dire un truc assez banal, quand on sort le bébé, l'enfant, du lit de la mère. Parfois, je reçois des retards de langage et je fais cette chose terrible de sortir le bébé de lit de la mère et je remets le père souvent et je remets un peu de l'ordre dans ce système familial. Et bien, c'est quelque chose qui permet parfois, de façon incroyable, l'émergence du langage. Si Bouhmouch. J'ai juste une petite réflexion. Ce qu'on ressent, c'est que le problème, c'est un problème de temps consacré. Et que quand la maman reprend son travail au bout de 2 mois ou 3 mois, ce temps-là est minime. Et donc cette interaction et toutes les choses qui doivent être faites, globalement, elle est frustrée de ne pas les faire. Et puis le bébé de l'autre côté, il n'a pas le temps d'avoir cette connexion, de sentir ce langage, d'avoir le temps d'établir cette relation, parce qu'il y a une séparation qui se fait de façon plus rapide, et d'autant plus que quand la maman revient de son travail, forcément avec le stress quotidien, avec tout ce qu'on a et tout notre mode de vie, quelque part qui conditionne beaucoup de choses. Et on a les enfants qui parlent anglais, les enfants qui parlent, comme ce que vous venez de dire. Alors en fait, c'est une question de qualité de temps, parce que j'ai beaucoup en consultation de femmes au foyer qui ne parlent pas à leur enfant, qui s'en occupent pas, qui sont focus sur le ménage, la cuisine, etc., en se disant « je suis toute la journée avec lui », et qui vont être beaucoup moins interactives qu'une mère qui arrive du travail, très culpabilisée, très frustrée, qui a très envie de passer une heure de qualité avec son fils ou sa fille, et où ça se passe bien. Et cette qualité dans l'interaction est importante. C'est-à-dire qu'on a, dans les histoires cliniques, quand on hospitalise un patient, on voit l'histoire. Et je dis toujours aux résidents, Nadia le sait, qu'on voit un petit peu, est-ce que c'était des soins vraiment froids que la mère donnait au bébé, ou est-ce qu'elle était dans chanter, affectif, etc. Ou est-ce que c'était, il faut qu'il soit propre, qu'il soit bien alimenté, qu'il soit au lit à telle heure. Ça, c'est des problèmes aussi de maternalité. Je ne dis pas que ce n'est pas des mauvaises mères. Elles sont dans des difficultés à être mères. Même les mères qui donnent leur bébé à leur mère, c'est quelque part, elles ne s'autorisent pas à être mères. Elles ne se font pas confiance pour être mères. Elles disent, il n'y a pas mieux que ma mère pour s'occuper de mon bébé. Donc c'est aussi une difficulté psychique à être mère. Ce n'est pas facile d'accéder à ce statut de suffisamment bonne mère et de se dire, c'est moi. Donc moi, je pense que ce n'est pas forcément le temps, mais c'est la qualité du temps. Dernière question. Je voudrais revenir au rôle des pères. Tout à l'heure, on me disait que j'étais très méchante avec les grands-mères, mais ce n'est pas grave. Je n'ai jamais été gentille, moi, de toutes les façons, dans mon caractère. Alors, les pères. Alors, nous, notre vécu marocain, africain, l'homme avec un grand H, il s'occupe de rien. Lui, c'est le pourvoyeur pour la famille. Les jeunes couples ont changé. On est parti de la famille patriarcale, l'homme qui décidait de tout. Maintenant, la discussion, la décision, elle est partagée entre l'épouse et l'époux. Mais toujours au niveau éducationnel, comme tu l'as bien souligné, le père est exclu. Alors on sait
que le père, c'est lui qui aide à la séparation. C'est lui qui aide au détachement. Alors, sa fonction à lui, le père, c'est de détacher l'enfant de sa mère. C'est pour ça que c'est les pères qui jouent avec leurs gosses, qui leur apprennent à jouer, ils les secouent, jettent en l'air, ils le reprennent, etc. Bon, ce rôle du père, je pense qu'il a été, depuis le temps, cantonné à une fonction. Maintenant, les pères qui commencent à s'engager vis-à-vis de l'éducation de leurs enfants ont changé le profil de ces enfants. Mais il reste, je ne sais pas, moi j'ai envie de, comme si on fait un plaidoyer pour le retour. Je sais pas, il faut qu'on ait, moi je serais frustrée si à la fin de nos réunions on ne sorte pas avec des recommandations à nos amis pédiatres qui n'ont pas été là et ceux qui sont là pour qu'on donne des conseils dans nos cabinets. Parce qu'on reçoit ces couples. Souvent, on reçoit toujours la mère, le père ne vient jamais. Alors, une fois quand le père est là, il faut qu'on lance des informations ou qu'on fasse des petits flyers sur le rôle des parents. Parce que le rôle des parents a vraiment... il a régressé et il a changé. Moi, je pense qu'il faut en effet faire une école des parents. En tant que vice-présidente de l'ONDE, on a mis en place des capsules sur l'école des mères. Et l'idée, c'est de faire maintenant des capsules sur l'école des pères. Et c'est des capsules très courtes qui permettent de passer vraiment les bons messages et de se mettre à la place du père, de ses questionnements et de pouvoir y répondre de façon le plus simple et le plus efficace possible et de pouvoir les diffuser parce que les pères sont très en demande, tu as raison. Très bien. Okay. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous.